La coopération internationale sera l'une des clés de réussite face à ces défis et ces enjeux qui sont face à nous. Interpol, 196 polices qui œuvrent pour un monde plus sûr. On fait le point tout de suite sur cette actualité avec notre invité d'honneur. Le président d'Interpol est avec nous. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être avec nous. Horizon 2030, 2040, on se projette et vous avez évidemment cette ambition, cette volonté de renforcer les capacités opérationnelles d'Interpol. Mais avant de revenir sur ces capacités, est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur l'état de la menace aujourd'hui au niveau mondial? Déjà, merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir. Et j'écoutais bien ce que vous disiez. Effectivement, la géopolitique est de retour et les policiers, comme les gendarmes, les forces de sécurité intérieure, sont de plus en plus happés par un monde hybride. Et donc, il faut changer de culture, il faut avoir une approche beaucoup plus holistique. Et en fait, on voit la déclinaison stratégique sur le terrain. Le sujet maintenant, c'est comment on passe à l'acte. Et le doing, en fait, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est à Interpol, ce qu'on se dit souvent, hein, c'est comment rassembler 196 pays avec des cultures différentes pour un même objectif. C'est comment, en fait, on transforme une idée en quelque chose de tangible, utile, qui va traiter les causes profondes des problèmes d'insécurité et donc, à la fin, favoriser la sécurité. C'est le temps de l'action. Très sincèrement, c'est le temps de l'action. Les gens, maintenant, veulent voir leur quotidien s'aligner avec leurs ambitions. Et nous nous sommes préparés, en fait. L'état de préparation mentale est bon. Le diagnostic est clair. Maintenant, nous essayons de structurer ça. Et la force d'Interpol, eh bien, vous l'avez dit, c'est de relier des polices, d'utiliser les outils, de le faire savoir, d'être créatif. Donc, nous, on connaît l'état de nos forces, donc on a besoin de recruter. Et puis, on utilise nos propres outils, puisque tous nos outils sont des outils in-house, puisque le sujet de la souveraineté, le sujet de notre propre protection nous oblige, en fait. Donc, nos outils in-house, on l'a pour de l'intelligence artificielle. Nos outils in-house, on l'a sur notre case management system. Nos outils in-house, on l'a sur nos générations d'outils, d'applications qu'on a créées en fonction des besoins criminels. Voilà. On a 19 bases de données. Elles sont crantées sur les réalités criminelles et terroristes. Alors, une question évidemment qu'on a envie de vous poser dans ce monde géopolitique en décomposition ou recomposition, tout dépend du côté où on se place. Comment vous parvenez à maintenir ce lien entre les 196 polices pour continuer à être efficace sur le terrain? Décomposition, recomposition, moi j'appelle ça... Enfin, c'est pas moi, c'est Talleyrand, vous voyez, c'est l'ambiguïté stratégique. Alors, on sait faire la complexité, l'ambiguïté, c'est un peu plus subtil parce que ça vous oblige, en fait, à chaque fois à repenser votre quotidien, donc le self-actualization. Interpol est très bon dans les grandes opérations, l'exceptionnel, c'est-à-dire sur une affaire de cybercriminalité, par exemple, notre capacité de dire à 100 pays de travailler ensemble à un moment T pour tel type d'infraction. Récemment, on a identifié 22 000 adresses IP et saisi 60 serveurs, on saisit aussi des actifs. Ça, je dirais, le massif, on sait faire. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire un peu du cousu humain. Sur les outils, vous avez rapidement parlé d'intelligence artificielle. Oui. On imagine que ce sont un certain nombre d'outils qui sont très utiles, très importants, notamment compte tenu de la base de données que vous avez, qui est assez colossale. Alors, on a 19 bases de données qui sont des bases de données historiques. Les chiffres sont colossaux. Et puis, ça vit, si vous voulez. C'est pas, on est dans le monde réel, donc c'est 9 milliards de connexions. On a 20 millions d'échanges de messages par an. Donc, tout ça est... Il n'y a pas de compétition. La France, d'ailleurs, est le premier contributeur européen et le deuxième contributeur mondial, ce qui montre aussi l'appétit de la France aussi à s'engager. Si vous voulez recevoir, il faut donner aussi de la data. On a notre messagerie sécurisée, qui est une messagerie qui s'appelle IL247, mais qu'on est en train de transformer. Elle s'appelle Nexus, il y a de l'intelligence artificielle. Donc, vous semi-automatisez vos messages. Ce qui permet d'ailleurs à vos opérateurs de devenir des analystes. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle. Pour nous, ce n'est pas une question du oui ou non. Hein. Pour nous, on y va. Bien sûr, en limitant les règles, on essaye de rester souverain.
Nos cas d'usage sont assez simples. On veut contribuer à une science de l'enquête, si vous voulez. Donc on veut échanger de la donnée utile qui n'est pas polluée, et on veut que ça aille vite pour que, en temps réel, pour traquer nos fugitifs. Aujourd'hui, on en a des notices rouges et des diffusions, on en a 125 000 aujourd'hui, par exemple. Vous voyez, donc les 125 000 fugitifs qu'on a en permanence, qu'on mappe sur la planète, il faut bien qu'il y ait un fuel pour de point à point, on puisse échanger. Donc on a ça, et on crée nos propres outils. On a un propre ChatGPT Police qui s'appelle Ava, et qui nous aide au quotidien à faire du reporting intelligent. Alors, vous l'avez évoqué, cela va très vite. Comment une institution comme la vôtre parvient-elle à suivre ce rythme ? En fait, Interpol, elle est à la jonction entre une organisation internationale de police et avec une culture du renseignement. Il y a déjà cette culture de comprendre l'autre, ce qui crée, je dirais, les conditions un peu de l'intelligence dans un monde du risque. Voilà. Ensuite, je dirais que le décloisonnement entre le public et le privé, il est assez naturel. Parce que nous, on considère qu'aujourd'hui, ceux qui ont les cas d'usage, les émergences, ce sont les entreprises qui sont en frontline. Donc, on a des partenariats public-privé et on travaille, on a notre centre de fusion cyber qui est à Singapour, puisque c'est là où nous faisons toute notre recherche et développement et notre formation mondiale. Notre cible, c'est 25 millions de policiers et c'est très innovant. On a un centre d'innovation. Donc, c'est une méthode assez agile qui est vraiment, je pense, moderne. Et moi, qui génère chez moi pas mal d'optimisme. Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie. Je ne dis pas qu'on est capable d'absorber la masse, mais on voudrait mettre en place, je dirais, une méthodologie qui nous permettrait de choisir, dans les sujets les plus critiques, ceux sur lesquels on peut contribuer intelligemment, sans créer de nouveaux risques, si vous voulez, et en étant complémentaire des États. Question peut-être un peu plus personnelle. Pourquoi avoir brigué cette présidence d'Interpol ? Alors déjà, je suis un policier... avec un petit peu d'expérience. Et ça fait longtemps et vous savez, que je dis que l'international, c'est le national. Ce n'est pas une formule à l'emporte-pièce. Pour moi, j'ai la conviction qu'en ayant, je dirais, plus de liens avec l'international, eh bien, on peut mieux anticiper. On développe une diplomatie de police, on développe de la confiance qui est la base de tout ce qu'on se dit. Je pense aussi qu'en benchmarkant aussi, on peut travailler sur, un peu à la mode prospectiviste sur des scénarios et donc se préparer. Bon. Et lorsque je me suis présenté pour la présidence, la première question c'était qu'est-ce qui se passe si la France n'est pas élue ? Ça m'a beaucoup aidé à réfléchir, à monter une équipe aussi de campagne, puisqu'on a fait une campagne dans 196 pays. Et j'ai imaginé que cette organisation puisse aller dans des directions qui ne correspondaient pas à nos orientations, vous voyez, policières, stratégiques et même notre fond de valeurs. Donc ça m'a donné l'énergie. Et puis, pour moi, c'est une fonction de synthèse, si vous voulez. Interpol, c'est à la fois du capital humain, une manière d'être utile au monde, concrètement. Et puis, comme j'ai une expérience aussi de start-upper, je pense que le fait d'avoir une vue un peu décloisonnée des choses, ça donne un petit peu l'audace d'aller regarder un peu sur les franges des sujets où parfois on a des cônes d'ombre. Et Interpol, c'est un espace assez intéressant en fait où vous rencontrez plein de cultures et où on a des relations franches et directes. Donc cette neutralité en fait, qui est notre ADN dans cette organisation, on la maintient en fait, c'est une forme de respect où en fait, à un niveau technique, on continue à se parler. Quand tout s'effondre ou parfois les relations diplomatiques sont tendues, floues, eh bien on continue à se parler, voire même on se fait un devoir de faire. Il y a une espèce de contre-politesse, je ne sais pas comment vous dire ça, mais là en ce moment, dans le contexte difficile qu'on connaît, je parle à des pays avec lesquels on est en rupture diplomatique. Et ça nous permet, je pense, de faciliter parfois certaines négociations. Voilà. Et en tout cas, de comprendre encore les routes, de ne pas perdre le fil. Voilà. Maintenir le dialogue pour restaurer la confiance, c'est ce que vous avez aussi souligné, c'est absolument... Alors restaurer ou la créer aussi. La créer. Parce que, voilà, moi, aujourd'hui, je veux être dans le tangible. Et les sujets de l'insécurité sont trop sérieux, je pense, pour juste se borner en fait à des effets d'annonce. Je crois que dans le monde de la police, comme de la gendarmerie, des douanes, enfin en tout cas des forces de sécurité intérieure et de la défense,
il y a ce don de soi qui n'est pas un vain mot, qui est cette culture de l'engagement eh bien, qu'on met avec humilité au service. Voilà. Et je crois qu'on a des victoires aussi collectives et c'est stimulant aussi pour les jeunes générations. Je crois que, en fait, ce que je vous dis là, c'est que ça fait des ponts entre des univers. Et en tout cas, c'est comme ça que je le vis très modestement, parce que je ne suis que le président de cette organisation. Je suis un peu le chef d'orchestre. C'est pas simple, mais il faut cette énergie et je l'ai. Merci beaucoup, Lucas Philippe, d'avoir été notre invité. C'était un grand plaisir de vous recevoir, de vous accueillir dans notre émission.